Depuis la crise financière de 2008, le capitalisme américain a connu une transformation profonde. La réponse de l'État à la crise, marquée par des actions d'urgence de la Réserve fédérale et du Trésor, n'a pas seulement sauvé le système financier, mais a complètement changé les contours du pouvoir des entreprises aux États-Unis. Si pendant des siècles les barons banquiers dominaient sur la scène économique du pays, le nouveau système avait de nouveaux maîtres. Désormais, le plan de relance économique lancé avec Barack Obama allait ouvrir la voie à une nouvelle configuration, qui ne serait plus entre les mains des banques, mais dans les géants de la gestion d'actifs que sont BlackRock, Vanguard et State Street. Ces entreprises sont devenues les véritables centres névralgiques de l'économie américaine, en accumulant une échelle de propriété d'entreprises sans précédent. Contrairement au modèle classique, où le contrôle des entreprises était séparé, avec les gestionnaires d'un côté et les actionnaires de l'autre, l'ascension des Big Three a brisé cette séparation. En tant qu'investisseurs passifs, ces sociétés ne pouvaient pas vendre librement des actions pour faire pression sur les entreprises. Ils ont donc opté pour des moyens directs de contrôle en influençant les décisions stratégiques et opérationnelles des entreprises industrielles qui composent leur portefeuille. Le déclin économique américain menant à la crise de 2008 a rendu le système américain approprié par des titans qui allaient utiliser l'économie américaine comme une arme en partenariat avec le propre gouvernement américain. Et nous verrons les détails de cette union dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Pour aider la chaîne Géopolitique Mondiale à continuer d'exister, votre soutien est très important. Je m'appelle Guilherme Peta et voici la chaîne Géopolitique Mondiale. En général, les banquiers financent simplement des entreprises, gagnant davantage sur le succès de ces entreprises, mais gagnant aussi, bien que moins, sur l'échec de ces entreprises. En gros, le jeu mondial est un système où les banquiers échouent rarement, mais en 2008, beaucoup ont échoué, et cela a conduit à l'émergence d'un nouveau système, où désormais les investisseurs n'allaient pas seulement financer les entreprises, mais aussi commencer à les diriger, à la recherche d'une valorisation continue du capital à travers des actions, des dividendes, des intérêts et surtout la manipulation politique et sociale pour assurer le contrôle de l'offre et de la demande. Comme d'habitude, les plus naïfs vont dire que c'est un problème du capitalisme, mais voilà, ce sont les plus naïfs, parce qu'il n'y a rien de capitaliste là-dedans. Au contraire, c'est l'appropriation du système capitaliste par des acteurs qui ne veulent que pas du capitalisme, qui ne veulent pas de concurrence et surtout qui ne veulent pas d'un système de libre marché. Dans une certaine mesure, cela a toujours existé, mais, comme je l'ai dit, dans une certaine mesure seulement. Parce que dans le modèle actuel, né autour de 2008 avec la crise aux États-Unis, cela a fait en sorte que cette fusion se produise de manière encore plus concentrée et systémique. La financiarisation, comprise comme la domination des logiques du capital monétaire sur la production et la vie sociale, a pris une nouvelle forme, avec ces géants de la gestion qui sont devenus des propriétés universelles, exerçant cependant un contrôle continu sur presque toutes les entreprises cotées aux États-Unis, une grande partie du monde et même sur les gouvernements. BlackRock, par exemple, contrôle directement environ 10 000 milliards de dollars d'actifs et indirectement près de 25 000 milliards de dollars via sa plateforme. Aladdin étant parmi les plus grands actionnaires de 98% des entreprises cotées au Standard et Poor's 500. L'histoire du développement financier américain comporte 4 phases. Le capital financier classique, 1885 à 1929, le managérialisme, 1930-1979, le néolibéralisme, 1980-2008, et le nouveau capital financier depuis 2008. Dans la phase classique, des banques d'investissement comme JP Morgan ont créé des conglomérats industriels et contrôlé les entreprises via de grands blocs d'actions et l'octroi de crédit, en prenant des sièges dans les conseils d'administration et en créant des réseaux de direction interconnectés. Après 1929, cette concentration a cessé avec la phase managériale, où la régulation a imposé la séparation banques-entreprises industrielles. Et les gestionnaires d'entreprises internes ont commencé à dominer, sans grand bloc d'actionnaires pour les contester. Dans la phase du managérialisme ou phase managériale, le pouvoir des entreprises a été soutenu par un État donateur.
New Deal, qui a soutenu l'économie via les droits du travail, la sécurité sociale, la fiscalité redistributive et une alliance avec les syndicats. Il a également étendu l'organisation des entreprises, basée sur des conglomérats multidivisionnels hautement diversifiés et mondialisés, en accord principalement avec le complexe militaro-industriel américain. Mais pendant la crise des années 1970, ce modèle a été remis en cause. Le pouvoir des syndicats a commencé à menacer l'économie elle-même, ce qui a forcé une nouvelle restructuration, désormais appelée néolibérale. Durant la période néolibérale, le pouvoir financier a fortement relancé l'intégration mondiale des marchés. La montée des fonds de pension gérés par des professionnels et la décentralisation des opérations des entreprises ont créé une nouvelle forme d'hégémonie financière. Contrairement à l'ère classique, ce pouvoir était partagé entre plusieurs institutions financières de concurrentes qui disciplinaient structurellement les entreprises. C'est dans cette hégémonie qu'est apparue au sein des entreprises industrielles qui ont commencé à internaliser des fonctions financières, la transformation des trésoriers en directeurs financiers, Chief Financial Officer, ou en directeurs financiers d'entreprise. Les conglomérats adoptent des filiales flexibles et la gestion s'oriente vers des indicateurs financiers anticipant la financiarisation totale. Les entreprises ont aussi renforcé leur présence sur le marché des produits dérivés pour se protéger des risques de la mondialisation. En effet, désormais, les États-Unis ne seraient plus les seuls moteurs de l'économie mondiale, et d'autres concurrents, principalement en Asie, commenceraient à émerger. En 2008, une nouvelle période historique a émergé. Cet effondrement financier a conduit à la consolidation de 4 mégabanques: JP, Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo et Citigroup. Mais, et c'est ici le point essentiel, la véritable puissance après la crise s'est concentrée entre les mains des gestionnaires d'actifs. C'est parce que le gouvernement américain, en réduisant le risque systémique par la régulation et la garantie de liquidité, a facilité la canalisation de l'épargne vers les actions. Et ces actions ont été, dans leur grande majorité, gérées de manière passive par les Big Three. Les fonds de pension et d'autres investisseurs institutionnels délèguent désormais la gestion de milliers de milliards de dollars à ces sociétés, renforçant encore leur capacité à centraliser la propriété et le contrôle des entreprises. Le nom de ce modèle est la gestion passive, mais il n'a rien de passif. Parce qu'en ne pouvant pas vendre des actions de manière stratégique, les sociétés de gestion influencent directement celles-ci, en façonnant les pratiques de gouvernance, de durabilité, de rémunération des dirigeants et la structure organisationnelle des entreprises qui composent les indices qu'elles répliquent. Ainsi, très peu d'entités contrôlent directement ou indirectement le cœur du capital productif mondial. L'ampleur de cette transformation est visible dans l'influence politique acquise par ces entreprises, en particulier la célèbre BlackRock. En plus de sa pénétration structurelle sur les marchés, elle entretient des liens étroits avec l'État américain, avec ses anciens dirigeants occupant des postes importants dans les gouvernements démocrates, républicains et, y compris maintenant, dans le gouvernement Trump de 2025. Cette alliance avec BlackRock a été essentielle pour un gouvernement américain affaibli et endetté, parce qu'elle permettrait à Washington d'étendre encore plus sa politique étrangère à un niveau sans précédent. Alors que pour BlackRock, cette alliance serait fondamentale en garantissant la légitimité politique, en faisant pression sur d'autres pays et en exerçant une pression militaire sur ceux qui tenteraient de les défier. Aujourd'hui, la corrélation entre le département d'État et ses fonds d'investissement constitue déjà un organisme unique pour poursuivre les intérêts géopolitiques des États-Unis. Comme toujours, les marxistes se sont trompés en pensant que l'État serait la réponse à ces grands contrôleurs de capitaux. Parce que dans la vie réelle, l'État les utilise toujours comme des outils et les écarte quand cela l'arrange. Ce que l'on observe, c'est une phase avancée de la financiarisation, où ce capital a cessé d'être simplement un instrument de financement ou une forme de propriété, pour devenir le véritable mécanisme de contrôle de la reproduction sociale et économique. Cette nouvelle formation du capital financier représente une synthèse du processus historique entamé au XIXe siècle, mais désormais porté à une échelle totalisante, où l'État, le marché et les entreprises fusionnent sous l'hégémonie d'un capital concentré, impersonnel, géré par des algorithmes et protégé contre toute forme effective de contrôle démocratique. En général, cela se retrouve aussi bien dans les discours de gauche que dans les plateformes de politique publique. Depuis 2008, la montée de la finance est qualifiée de parasitisme. Elle mine l'économie réelle et industrielle,
accusés d'accroître les inégalités, de provoquer des crises récurrentes et la baisse des emplois bien payés. Mais non, car en réalité la financiarisation est une distorsion de l'ordre économique productif et un signe de l'effondrement de l'hégémonie américaine. De nombreux critiques soutiennent que ces finances ont imposé un court-termisme destructeur qui a poussé les entreprises à négliger les investissements dans les emplois qualifiés et l'innovation, en privilégiant les récompenses immédiates aux actionnaires comme les dividendes et le rachat d'actions. Mais ce n'est pas si simple car nous voyons leurs paris sur le long terme dans des entreprises qui ne sont pas étant si rentables. Les investisseurs ont soutenu des géants comme Uber, Tesla et Amazon pendant des années, même avec des pertes continues, parce qu'ils voyaient bonsailler des modèles économiques potentiellement rentables à l'avenir et capables d'éliminer des concurrents plus petits. Grâce au soutien de l'État, cela démontre que la logique financière n'est pas nécessairement liée au court terme, mais plutôt à des perceptions stratégiques plus larges que le simple profit financier. La croyance selon laquelle le paiement de dividendes et les rachats d'actions nuisent nécessairement aux investissements dans la recherche et la production ne tient pas non plus. Dans un environnement de faible taux d'intérêt, les entreprises ont pu investir massivement dans la recherche et le développement tout en récompensant leurs actionnaires. Les données montrent qu'au cours des 4 dernières décennies, les investissements des entreprises et les dépenses en innovation ont augmenté en proportion du produit intérieur brut américain, parallèlement aux bénéfices et aux paiements de dividendes. Ce qui remet en cause la thèse de la financiarisation comme drainage improductif des ressources. Beaucoup de marxistes attribuent à la financiarisation la tendance à la baisse du taux de profit de l'industrie depuis les années 1960. Ils affirment que face à la faible rentabilité industrielle, le capital s'est tourné vers la finance, créant des bulles spéculatives pour masquer la stagnation. Mais cette lecture suggère que l'actuelle focalisation sur la finance serait le reflet de la crise du capitalisme, marquée par la surproduction et la suraccumulation. Mais cette perspective repose sur une interprétation très réductrice de la notion de capital fictif dont Karl Marx traite, considérant une grande partie du capital financier comme déconnecté de la réalité productive. Cette vision binaire entre capital réel et fictif est trompeuse. Le capital financier, même sous des formes apparemment abstraites, reste lié à l'extraction de valeurs réelles. Que ce soit par le contrôle des entreprises, l'organisation de la production mondiale ou la coordination des flux de capitaux. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la décadence d'un système épuisé, mais la reconfiguration continue de sa logique interne. Les marxistes soulignent depuis plus d'un siècle la chute inévitable du capitalisme, pourtant, tout ce que nous avons vu, c'est la chute des régimes socialistes. Le capitalisme financier ne représente pas une rupture définitive avec le passé, mais une métamorphose qui s'adapte au nouveau contexte du XXIe siècle. Ce que les analystes marxistes ignorent, c'est le rôle actif de l'État américain dans la construction de l'ordre financier mondial, qui n'est pas un acteur dominé par la finance. C'est l'État qui a joué un rôle central, avec une autonomie relative, en médiant les intérêts de différentes fractions et factions économiques. La financiarisation n'est pas antagonique à l'Empire américain, elle est le nouveau pilier qui soutient l'hégémonie mondiale des États-Unis. Le château est au-dessus des 3 onis, ou du moins, essaie de le faire. La libéralisation financière et la mobilité sans restriction des capitaux sont des conquêtes de l'État américain depuis l'après-guerre avec un objectif de, ce qui a exigé le développement de capacités étatiques très spécifiques comme la centralisation du pouvoir à la Réserve fédérale et au Trésor américain. Imperméables aux pressions démocratiques et capables de gérer avec souplesse les contradictions du système mondial. Tout comme Rome a cessé d'être une monarchie pour ensuite devenir une république, son effondrement n'a pas conduit à la fin de l'entité géopolitique romaine, mais plutôt à l'émergence de l'Empire romain. Nous avons des éléments pour indiquer cela également dans le cas des États-Unis. Pas son effondrement, comme beaucoup l'ont cru, mais sa transformation. Parce que tout au long du XXe siècle, l'expansion des fonctions économiques de l'État a abouti à la formation d'une structure autoritaire. Au sein de la démocratie, de moins en moins liée à l'idée d'un capitalisme traditionnel, cette perception naïve, puérile, innocente, adolescente des États-Unis, considérés aujourd'hui comme les grands bastions de la démocratie libérale et du capitalisme libre, a déjà pris fin depuis 2008 et cela sera de plus en plus visible.
C'est déjà arrivé, mais cela prend du temps pour se concrétiser et nous le verrons tous dans les prochaines années. Cette adaptation serait conçue en synergie avec les géants de la gestion d'actifs tels que BlackRock, Vanguard et State Street, avec l'État soutenant activement la valorisation du capital monétaire à travers l'inflation continue des prix des actifs. Cette relation entre l'État et les fonds d'investissement a créé un système dans lequel les risques du capital des entreprises ont été progressivement absorbés par le secteur public, attirant encore plus d'épargne vers le marché boursier, et consolidant la domination de ces sociétés de gestion en tant que propriétaires universels de l'économie. Elles n'influencent pas seulement pratiquement toutes les grandes entreprises, elles exercent aussi un poids politique direct, avec des dirigeants occupant des postes dans les gouvernements Trump et Biden et coordonnant des stratégies avec la Réserve fédérale. Ironiquement, au début, beaucoup de personnes, surtout à gauche, ont soutenu cette nouvelle politique, parce qu'avec elle sont venus des engagements sociaux et environnementaux, parce qu'elles voulaient prétendument un système pour la stabilité économique. Les tentatives modérées d'Oxfam de Joe Biden d'élargir les programmes sociaux ont échoué, et les investissements verts promus par ce capital financier se sont développés. Ce ne sont que des outils de pression politique des États-Unis et de leurs alliés européens. L'idée que l'universalité des investissements pourrait également promouvoir des politiques à long terme axées sur le bien commun était aussi quelque chose de vraiment stupide. Face à la réalité de ce qu'on appelle l'environnement, social et gouvernance et le diversité, équité et inclusion, car loin de représenter une rupture écologique, les stratégies environnement, social et gouvernance et diversité, équité et inclusion ne mesurent que le risque financier que les problèmes environnementaux et sociaux représentent pour la rentabilité des entreprises. L'objectif n'a jamais été de réduire les émissions de dioxyde de carbone ou de restaurer les écosystèmes en danger, mais de protéger les profits. Et surtout dicter la politique comportementale des entreprises et des gouvernements à travers leur bourse de valeur. Comme l'a dit le président directeur général de BlackRock lui-même, il voulait m'imposer des comportements. Cela va bien au-delà de l'argent. Avec des gens qui pensent que l'argent, c'est le pouvoir, sans saisir la nouvelle règle du jeu. L'argent n'a jamais été le pouvoir, mais le pouvoir génère facilement de l'argent. La situation n'a pas empiré seulement parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus l'unique moteur économique. Le public a très mal réagi aux politiques environnement, sociales et gouvernance et diversité, équité et inclusion, et en plus, ces politiques ont conduit plusieurs entreprises à la quasi-faillite. Ainsi, les initiatives environnement, sociales et gouvernance ont été réévaluées, BlackRock annonçant qu'elle soutiendrait moins de résolutions de responsabilité environnementale et sociale les jugeant trop prescriptives. Autrement dit, les politiques environnement, sociales et gouvernance et diversité, équité et inclusion ont été efficaces pour provoquer des troubles mondiaux, érodant presque entièrement certaines nations, mais pas toutes. Précisément à cause des alternatives mondiales, comme la Chine et l'Inde, parmi d'autres pays émergents et pôles alternatifs de capitaux mondiaux. Mais heureusement, la concurrence intense entre ces gestionnaires et les entreprises où ils investissent a rendu impossible toute coordination vers le modèle coopératif. Qu'est-ce qui a été la chance du monde ? Même si une entreprise adoptait des pratiques durables et coûteuses, des concurrents utilisant des méthodes bon marché et prédatrices la dépasseraient immédiatement. La réalité garantit que le capital ira vers les entreprises les plus rentables, et non vers celles qui ont de meilleures pratiques, soi-disant sociales ou environnementales. Autrement dit, il ne suffit pas que l'entreprise plaise seulement à ce groupe de gens propres et bien parfumés. Ce n'est pas suffisant. La pandémie de Covid-19 avec l'arrêt puis la reprise brutale de l'économie mondiale a encore plus révélé la fragilité de cet arrangement. Pour soutenir le système financier, la Fed, la Banque fédérale de réserve, a étendu ses pouvoirs comme jamais auparavant, passant de garant en dernier ressort à un acteur direct sur les marchés de la dette d'entreprise. En achetant par exemple même des obligations pourries avec l'aide directe de BlackRock et sans l'approbation du Congrès américain, ce processus a conduit à la nationalisation de la finance basée sur le marché. Et, à la fin, dans les années 80 et 90, alors que tout le monde s'inquiétait de la montée des grandes entreprises au-dessus de l'État, ce qui s'est avéré être une thèse assez idiote, la vérité est c'est plus compliqué. Parce qu'en réalité, ce que nous voyons, c'est l'État américain utilisant ces sociétés de gestion comme des outils de politique étrangère, influençant et essayant de déterminer l'avenir de nations entières. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tous ceux que vous connaissez.
Pour que la chaîne géopolitique mondiale subsiste, votre soutien est essentiel, même s'il ne paraît pas évident. À bientôt pour la prochaine vidéo.